Nous sommes absents pour le moment. Laissez votre message après le stop sonore. Avec Cracotte, il y a mille et une façons de faire crac-crac. Mimolette et Dame, fromage de Hollande à trous, gouda au cumin. La Hollande, l'autre pays du fromage. Bonsoir et merci d'avoir choisi le journal d'Antenne 2. Cette journée du 26 février fera sans doute date dans l'histoire contemporaine. On retiendra qu'après 40 jours de guerre exactement et 7 mois d'occupation du Koweït, Saddam Hussein a décidé de battre en retraite. Le numéro 1 irakien a subi une défaite cuisante sur le terrain, mais il tente de transformer cette défaite en victoire spirituelle. Nous analyserons ses propos dans quelques instants. Nous verrons également les premières images de Kuwait City libérées. C'était il y a quelques heures seulement. Le discours de Saddam Hussein n'a provoqué aucune fissure, vous le verrez chez les Alliés. Washington et les pays de la coalition exigent le respect de toutes les résolutions de l'ONU. Sur le terrain, aucun répit aujourd'hui. Les Alliés ont poursuivi leur percée en territoire irakien. Plus de 400 chars, vous le voyez, auraient été détruits. Il y aurait maintenant plus de 30 000 prisonniers irakiens. Ces images illustrent bien la déroute des soldats de Saddam Hussein. C'était cet après-midi dans le désert. Pour mieux comprendre le pourquoi des événements et pourquoi les événements se sont précipités aujourd'hui, arrêtons-nous quelques instants donc sur le discours de Saddam Hussein, diffusé ce matin sur Radio Bagdad. Le numéro 1 irakien transforme, je le disais à l'instant, sa défaite plutôt en victoire spirituelle. Mais vous allez voir qu'il ne capitule pas pour autant. Il déclare notamment, je cite ses propos, « Le Koweït est une partie de notre pays, arrachée dans le passé et dont les circonstances imposent qu'il reste aujourd'hui séparé du territoire irakien. » Saddam Hussein rappelle également que les portes de Constantinople ne se sont pas ouvertes devant les musulmans dès la première tentative de la guerre sainte. Discours et réactions à Bagdad avec notre envoyé spécial, Martine Laroche-Joubert. 11h15 heure locale, le discours tant attendu. Dès le début, Saddam Hussein annonce que l'Irak a commencé la veille le retrait du Koweït et qu'il sera total aujourd'hui. Un retrait qui pour Saddam Hussein n'a rien d'une défaite. Le Koweït d'abord, les Irakiens, dit-il, se souviendront qu'il fait partie de l'Irak, mais qu'ils sont obligés de le céder face à une coalition d'une trentaine de pays. La Palestine ensuite, elle frappe à la porte, déclare Saddam Hussein, pour trouver une solution à sa cause. Les Irakiens, enfin, ils vont continuer à combattre, s'il le faut, pour défendre leur pays. Un discours qui, devant les caméras en tout cas, trouve un écho dans les cafés de Bagdad, où, comme d'habitude, on joue au domino et au tric-trac. On est d'accord avec le discours du président. On est d'accord avec tout ce qu'il propose. Notre président représente le peuple irakien. On est d'accord avec lui. Les Alliés n'ont pas le droit de détruire l'Irak comme ils le font. Le Koweït fait partie de l'Irak. On a essayé de le prendre. Les Alliés ont bombardé l'Irak. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Vous êtes d'accord pour quitter le Koweït ? Oui, je suis d'accord. Mais il faut que les Alliés réparent toutes les destructions qu'ils ont faites en Irak. Vous pensez qu'il va y avoir la paix ? Je n'y crois pas. Je pense que la guerre va continuer. Parce que les Américains travaillent avec les sionistes pour détruire l'Irak. L'incertitude et l'inquiétude dominent en ce moment à Bagdad. Toute la journée, des sirènes d'alarme ont retenti, tandis que les Irakiens s'interrogent sur la poursuite de la guerre. Ce qu'ils espèrent, maintenant, c'est une résolution du Conseil de sécurité qui pourrait arrêter le conflit. Alors pendant ce temps-là, aux États-Unis, la Maison-Blanche reste inflexible. George Bush affirme que le discours de Saddam Hussein est un véritable scandale. Il accuse également le numéro 1 irakien de vouloir sauver ce qui lui reste de pouvoir. Déclaration très ferme, dont voici tout de suite un extrait. Suivi par le vice-président Dan Quayle dans la roseraie de la Maison-Blanche, George Bush va donc adresser son 3e message à la nation américaine en 4 jours. Statement to make today. Saddam's most recent speech is an outrage. Le dernier discours de Saddam Hussein est un scandale.
Il s'accroche, ses forces vaincues battent en retraite, mais il tente de crier victoire et ne renonce pas au Koweït. And he is not voluntarily giving up Kuwait. Saddam is not interested in peace, but only to regroup and fight another day. Saddam Hussein n'est pas intéressé par la paix. Il tente de regrouper ses forces. Il n'accepte toujours pas les résolutions de l'ONU et ne renonce pas à l'annexion du Koweït. Continues to claim Kuwait. The coalition will therefore continue to prosecute the war with undiminished intensity. La coalition poursuit donc la guerre avec la même intensité. Nous n'attaquerons pas les soldats sans armes, mais les unités qui seront en état de combattre avec leur équipement et leurs armements. As a threat, Voilà, c'était donc il y a quelques minutes à Washington. Jacques Abouchard, bonsoir, vous êtes avec nous en direct de Washington. La position américaine est simple, hein. On ne croit pas Saddam Hussein et la guerre continue, c'est bien cela? Absolument, la guerre continue, elle va même se poursuivre avec une intensité redoublée. Alors, pourquoi cet acharnement, allez-vous me demander, au moment où Saddam Hussein tend le rameau d'olivier? Mais précisément, les États-Unis ne croient pas à ses intentions pacifiques. D'ailleurs, vous avez noté vous-même que Saddam Hussein n'a pas renoncé formellement à ses prétentions sur le Koweït. C'est un homme aux abois, son armée se fait étriller, elle est sur le point de s'effondrer et il tente une manœuvre désespérée pour regrouper ses forces et avant la débandade finale. Mais les États-Unis ne permettront pas que les soldats irakiens aillent parader dans Bagdad et que Saddam Hussein puisse crier victoire. L'Amérique fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'humilier, le contraindre à la capitulation. Les soldats irakiens seront autorisés à se retirer, mais les mains nues, en laissant sur place tous leurs équipements lourds, à commencer par les chars et l'artillerie. Alors soyons clairs, Jacques, est-ce que l'objectif des Américains est d'aller jusqu'à Bagdad? Écoutez, j'imagine mal un raid sur Bagdad pour capturer Saddam Hussein, par exemple. Ce n'est pas notre objectif prioritaire, dit-on ici. Mais croyez-moi, tout sera fait d'une manière ou d'une autre pour le chasser du pouvoir. Cela dit, un deuxième front est en train de s'ouvrir aux Nations Unies, un front difficile pour les Américains après la demande soviétique de cesser le feu immédiat. Ce sera une bataille qui s'annonce rude pour Washington. N'en dites pas plus, Jacques, car nous y reviendrons en direct de New York dans quelques instants avec notre envoyé spécial, Bruno Albin. Sur le terrain, la percée alliée s'est donc poursuivie. Aujourd'hui, l'objectif étant d'encercler la garde présidentielle et de l'obliger à s'engager dans le combat. Les troupes alliées ont tout fait également pour empêcher le retrait de la garde vers Bagdad. L'affrontement a été particulièrement violent. Chronique du 41e jour de guerre, commentée par Valérie Fourniou et Luc Bazine. Image symbole d'une défaite annoncée, celle de l'armée irakienne. Dans le désert s'étendent les camps de prisonniers. Ils sont faibles, nous dit-on. Ils ont faim et ne sont plus motivés depuis longtemps. C'est pour cela qu'ils se seraient rendus. 30 000 au total depuis le début de l'offensive terrestre. Des tirs incessants, 24 heures sur 24. Pas une pause. La phase d'encerclement se poursuit. Plus de 100 000 soldats de la coalition se dirigent vers la garde républicaine. Leur mission, prendre les troupes de Saddam Hussein en tenaille, les empêcher de battre en retraite, de fuir vers le nord. Une brèche est ouverte en milieu d'après-midi. L'affrontement était inévitable. Bilan donné par les Alliés, 30 chars T-72 les plus perfectionnés de la garde républicaine, ils sont détruits. Toute la journée, l'aviation alliée a continué d'arroser l'artillerie irakienne, au Koweït et en Irak. Les Français ont effectué 2 raids sur des terrains d'aviation. Selon Téhéran, les villes irakiennes du sud et du sud-est sont soumises aux plus violents bombardements depuis le début de la guerre. Sur les bases arrières de l'offensive alliée, l'acheminement des blessés, un dispositif sanitaire mobilisé. Ici, les médecins s'étonnent de ne pas avoir plus de blessés. 49 au total, dont 2 blessés légers dans les rangs français. Je suis tout à fait surpris du faible nombre de pertes. On ne voit pas beaucoup de blessures graves. Les forces de la coalition déplorent 18 morts au combat depuis le début de l'attaque terrestre. Aucun chiffre de pertes irakiennes n'est fourni par Bagdad. Depuis dimanche, plus de 400 chars détruits et 21 divisions irakiennes mises hors de combat.
Au 41e jour de guerre, la route de Kuwait City est maintenant ouverte et sur le terrain, on s'en réjouit. Pour en savoir plus sur les intentions des forces alliées, nous allons tout de suite appeler l'un de nos envoyés spéciaux à Riyad. Jacques Merlino a suivi comme chaque jour les points presse des différents états-majors. Les discours n'ont pas changé depuis hier, l'offensive continue. Ladies and gentlemen, let there be no mistake, the war is not over. Ne faites pas d'erreur, la guerre continue. D'entrée de jeu, le général américain Richard Neal voulait ce soir lever toute ambiguïté. Il ajoutait aussitôt, les Irakiens ne se retirent pas, ils battent en retraite et nous attaquerons tous les soldats qui n'auront pas déposé leurs armes. Pas de trêve, encore moins de cessez-le-feu. Les militaires, sans le dire, cherchent la capitulation complète de l'armée de Saddam Hussein. Les forces alliées seraient actuellement engagées contre des unités de la garde présidentielle, mais sur ce point, le général américain ne livrait aucun détail. D'un point de vue strictement militaire, cette fermeté s'explique par la crainte de tomber dans un piège. Le souvenir de la bataille de Ravji et des Irakiens faisant mine de se rendre avant d'attaquer est encore présent dans toutes les mémoires. Seulement, cela n'explique pas tout, car au-delà de cette méfiance nécessaire, il y a apparemment la volonté et de casser l'armée irakienne et d'humilier Saddam Hussein. Et l'armée française, sur ce point, risque fort d'être impliquée, car la division d'Aguet est placée pour couper la route à la garde républicaine. Une situation délicate où se mêlent considérations militaires et considérations politiques, d'où peut-être sur le terrain une certaine prudence. La division d'Aguet avait atteint hier soir ses objectifs initiaux. Elle a, pendant une partie de la nuit et pendant la matinée, elle s'est assurée du contrôle total de la zone. Actuellement, elle a marqué un temps d'arrêt, tout en conservant la mission qui lui était donnée, prête à intervenir sur une autre mission. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, aujourd'hui comme hier, on attendait un premier signe en provenance de Kuwait City. Tout au long de la journée, les dépêches ont annoncé le retrait des troupes irakiennes du Koweït et tout au moins de la région de Kuwait City et la libération de la ville. On fait tout de suite un dernier point avec Michel Monpontet. Michel. Eh bien oui, Henri, les nouvelles nous parviennent des chaînes américaines qui, d'après leurs informations, sont sur place. Et leurs correspondants ont déjà pu appeler de Kuwait City, donc de la capitale koweïtienne. Et que disent-ils ? Ils disent qu'ils sont à quelques mètres, à quelques centaines de mètres de l'ambassade des États-Unis. Cette ambassade étant située en plein centre-ville, sur le bord de mer, ils sont donc arrivés dans la ville et dans la capitale. Et ils décrivent cette capitale comme complètement abandonnée par les soldats irakiens. Des soldats irakiens qui auraient littéralement fui avec des voitures particulières, fui avec des bus volés, en direction donc de la frontière irakienne. Ils parlent de véritables débâcles. Mais les troupes de la coalition, les troupes alliées ne sont toujours pas à Kuwait City, dans le centre-ville, et continuent de se battre à l'aéroport, c'est-à-dire à quelques kilomètres au sud de la capitale. Il y aurait toujours des combats de chars et de violents pilonnages de l'artillerie tout autour de l'aéroport. Donc la ville serait abandonnée par les Irakiens, mais pas tout à fait en possession des troupes de la coalition alliée anti-irakienne. Merci Michel, et vous n'hésitez pas à nous rappeler, à demander d'urgence l'antenne si d'aventure vous touchez les images. Je vous le disais tout à l'heure, pas de fissure au sein de la coalition alliée où l'on répète inlassablement que seul le respect de toutes les résolutions de l'ONU mettra fin au conflit. Tout le monde pense d'ailleurs que l'ONU va jouer un rôle clé dans la mise au point d'un accord de paix entre l'Irak et les alliés. Hier soir, après le premier message de Radio Bagdad, le Conseil de sécurité avait suspendu ses consultations sans rien décider. Des pays comme les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne avaient fait savoir qu'un cessez-le-feu ne pourrait intervenir que si l'Irak acceptait de se conformer à toutes les résolutions de l'ONU. Depuis, Saddam Hussein a parlé, l'URSS est intervenu à son tour pour demander un cessez-le-feu. Le point à New York avec Bruno Albin. Ce matin, tout le monde s'attendait à voir l'ambassadeur soviétique se présenter devant le Conseil de sécurité avec un projet de cessez-le-feu dans la poche. Cela semblait découler tout naturellement des propos tenus à Moscou par le vice-ministre des Affaires étrangères, selon qui la guerre n'a plus de raison d'être dès lors que Saddam Hussein a prononcé le discours qu'il a prononcé la nuit dernière. En fait, M. Vorontsov s'est présenté ce matin avec des idées sur un cessez-le-feu, mais a-t-il ajouté aussitôt, tout aussi important, c'est le respect par l'Irak de l'ensemble des résolutions concernant le Koweït adoptées depuis le mois d'août dernier par le Conseil de sécurité. L'URSS ne jouera donc pas aujourd'hui avec les États-Unis et leurs alliés une partie de bras de fer que tout le monde attendait, et il se trouve au sein du Conseil une majorité pour estimer effectivement
que le leader irakien doit se soumettre aux exigences du Conseil de sécurité, et en particulier à 3 résolutions qui, pourrait-on dire, pèsent un peu plus lourd que les autres. La résolution 660, celle qui exige le retrait immédiat et inconditionnel du Koweït. Les Américains ajoutent sans armes et sans bagages. La résolution 662, c'est le renoncement de l'Irak à une quelconque souveraineté sur le Koweït. Et la résolution 674, qui exige des réparations pour dommages de guerre au Koweït et ailleurs. Merci Bruno Albin. Moscou, qui a essayé ces derniers temps donc d'orchestrer le ballet diplomatique, affirme aujourd'hui qu'il n'y a plus de vraies raisons de poursuite des hostilités. Dès hier soir, Saddam Hussein avait d'ailleurs envoyé un message personnel à Mikhaïl Gorbatchev pour l'informer du retrait des troupes irakiennes du Koweït. Commentaires et réactions dans la capitale soviétique avec Stéphane Magnier. Ignatenko avait perdu cet après-midi son affabilité légendaire. À toutes les questions, les réponses étaient brèves, presque sèches. Soutenez-vous la coalition? Oui. Nous demandons l'application de toutes les résolutions et pas seulement de la 660. Soutenez-vous l'offensive terrestre? Cela aurait pu attendre. Mais alors qui est responsable? Saddam Hussein, répond encore M. Ignatenko, mais son retrait du Koweït change la situation dans la région. C'est pourquoi nous sommes favorables à un cessez-le-feu immédiat. Bref, le soutien à la coalition voilait à peine la réticence. Réticence encore plus nette par Mikhaïl Gorbatchev lui-même, qui s'était éloigné de la presse occidentale en se rendant à Minsk cet après-midi. Les progrès dans les relations USA-URSS sont très fragiles, a-t-il dit, et d'ajouter: il est nécessaire de régler ce conflit et d'inscrire sur l'agenda de l'ONU la solution de l'ensemble des problèmes du Proche-Orient. Enfin, 2 prises d'opposition sont encore plus claires. Le journal Komsomolskaya Pravda écrit que l'offensive terrestre met fin à la confiance entre USA et URSS, et le chef d'état-major adjoint de l'armée soviétique déclare la coalition outrepasse son mandat. Alors, lâchage de la coalition ou simple volonté de trouver une solution pacifique? Un Français pouvait tenter de répondre à cette question, Michel Vauzel, en visite à Moscou, qui sortait d'un entretien avec le ministre soviétique des Affaires étrangères, Alexandre Besmertnik. Je crois que chacun en ce moment est soucieux de ramener la paix le plus vite possible. Chacun a sa sphère d'influence. L'Union soviétique a la sienne, la France a la sienne, les États-Unis ont la leur, et je pense qu'ils ont manifesté depuis le 2 août dernier une grande solidarité dans leur démarche. Je pense que pour demain, les surfaces de ces pays, leurs surfaces diplomatiques et politiques, permettront à la paix d'être assise de manière plus solide. Et dans ce sens, la France ne peut que se réjouir du rôle que joue en ce moment l'Union soviétique. Reste que les soviétiques vont devoir lever 2 ambiguïtés majeures dans les heures qui viennent. Vont-ils s'opposer à toute éventuelle avance militaire en territoire irakien de la coalition? Considéreront-ils longtemps Saddam Hussein comme représentant légitime de l'Irak? C'est sans doute l'avenir des relations diplomatiques Est-Ouest qui se joue sur ces 2 questions. D'une manière beaucoup plus générale, beaucoup se demandent aujourd'hui si le discours de Saddam Hussein n'est pas une nouvelle ruse en soi. Pour certains, le retrait signifie d'abord une possibilité de contre-offensive pour le numéro 1 irakien. Explication de François Cornet. Si contre-offensive était envisagée par les Irakiens, Henri, si toutes les bonnes paroles de Saddam Hussein n'étaient qu'un leurre pour permettre au T-72 de la garde présidentielle de contre-attaquer, la manœuvre aurait incontestablement beaucoup de mal à se réaliser. Ce soir, le 7e corps d'armée américain, le 24e division d'infanterie mécanisée et la division française Daguet, renforcée par une brigade de la 82e Airborne, campent sur les rives de l'Euphrate, fermant la nasse dans laquelle se trouvent enfermées les unités du KTO, les divisions irakiennes du théâtre d'opération koweïtien. Le flanc ouest de la garde est verrouillé, ainsi que son flanc nord. À l'est, on le sait, c'est l'Iran. Devant la garde, sur le flanc sud de cette dernière, au nord du Koweït, se sont positionnés les blindés et l'artillerie du 15e corps américain et de la 7e brigade britannique pour éviter la jonction au centre de l'émirat des troupes d'élite de Saddam Hussein et des unités rescapées des lignes de défense déployées avant l'offensive terrestre sur la frontière sud du Koweït. 100 000 hommes des forces coalisées encerclent maintenant les unités d'élite irakiennes et seraient en mesure ce soir, d'après l'état-major allié, de contrer toute manœuvre, toute contre-offensive et toute retraite adverse. Piégé sur ces positions, le noyau dur des troupes irakiennes n'a qu'une alternative, tenter de forcer le blocus allié avec ses blindés pour fuir en Irak
ou abandonner ses chars, ainsi que son artillerie et ses missiles, avant de se replier sans son matériel militaire. Que fera-t-il? C'est une question pour l'instant sans réponse. Merci, on va jeter un petit coup d'œil sur les réactions qui sont tombées aujourd'hui. Le mot d'ordre de la coalition, c'est donc le respect de toutes les résolutions de l'ONU. Mais quand on examine les différentes réactions, on constate quand même une petite différence de ton. À Londres, par exemple, John Major, le Premier ministre, déclare tout haut que l'on ne peut pas faire confiance à Saddam Hussein. Correspondance, Christian-Marie Monod. Douglas Hurd, le ministre des Affaires étrangères, sera demain à Washington. Il rappellera la position britannique concernant le retrait irakien qui est jugé insuffisant et trompeur. Les Britanniques sont ce soir sceptiques. J'espère que ce sera bien fini, c'est-à-dire que ce sera une véritable paix. Que nous n'allons parler de ce que ma génération se souvient très bien, ce qu'on appelait la paix de Munich. Je ne fais aucune confiance à Saddam Hussein. Je ne crois pas pour un instant qu'il ait l'intention de retirer ses troupes, à moins peut-être qu'il fournisse quelque chose par écrit. À la Chambre des communes, les parlementaires soutiennent la position américaine reprise par le ministre de la Défense. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est que Saddam Hussein accepte publiquement et définitivement toutes les résolutions des Nations Unies. Confirmation du Premier ministre. Tous les soldats irakiens sur le terrain doivent abandonner leurs armes, leur matériel et se retirer. Sans cela, ils seront considérés comme des cibles militaires. Si les Britanniques sont solidaires de leur gouvernement, la presse du soir n'est pas en reste. Elle considère que le retrait irakien n'est qu'une feinte pour regrouper les troupes afin qu'une reconquête du Koweït soit possible dans les jours prochains. Quant à l'opposition travailliste, elle soutient John Major pour qui la guerre continue. La France maintenant. En France, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a tout d'abord déclaré, je cite ses propos, « Saddam Hussein s'est enfin décidé à parler sérieusement. Ensuite, on s'est montré beaucoup plus prudent. » Georges Bortoli, vous êtes avec nous en direct de l'Élysée. Commentaire. Eh bien, le communiqué publié par le Quai d'Orsay est tout à fait clair. Il dit très clairement que l'Irak reconnaisse officiellement qu'il accepte toutes les propositions, il y en a 12 tout de même, toutes les propositions du Conseil de sécurité, et alors ce Conseil de sécurité pourra commencer à discuter d'un cessez-le-feu, ce qui demanderait tout de même facilement 48 heures. En fait, je crois qu'on fait ici, à l'Élysée, la même analyse que dans toutes les capitales de la coalition, à savoir que d'ici quelques jours, vraisemblablement, il n'y aura plus du tout de puissance militaire, de potentiel militaire irakien. Alors que si on accordait un cessez-le-feu maintenant, tout de suite, sans garantie suffisante, ça permettrait évidemment à Saddam Hussein de tenter une dernière ruse de guerre, de se retirer, de reformer ses corps d'armée et de revenir en force sur les soldats américains, sur les soldats français, sur tous les soldats de la coalition, peut-être avec des armes chimiques, sait-on jamais. C'est pour cela qu'on ne veut pas de cessez-le-feu sans garantie suffisante, c'est-à-dire, encore une fois, sans que l'Irak ait clairement déposé les armes et reconnu qu'il accepte toutes les résolutions des Nations Unies. Donc, Georges, il n'y a pas de différence sur le fond au niveau de la coalition et des 29 pays de la coalition. Non, 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 je crois que M. Mitterrand, et comme il le disait dimanche d'ailleurs, tout à fait sur la même longueur d'onde que M. Bush et que surtout les chefs de la coalition. Merci Georges. Voici tout de suite d'autres réactions de la classe politique française. Vous allez voir que les avis de ce côté-là sont plus partagés. On les écoute tout de suite. L'expérience nous a appris à être prudents face aux initiatives des autorités irakiennes et que par conséquent il faut attendre la confirmation de la volonté clairement exprimée par l'Irak de respecter l'ensemble des résolutions du Conseil de sécurité. Il faut attendre la réunion de ce Conseil et alors peut-être, je l'espère beaucoup, cet espoir de paix pourra se concrétiser. La fermeté était la seule solution. À partir du moment où les Alliés ont dit qu'ils ne céderaient pas, à partir du moment où ils sont passés à l'action avec beaucoup d'efficacité, je tiens à souligner au passage véritablement l'exploit qu'ont fait les troupes françaises, qui avaient un rôle très difficile et tout à fait clé dans cette opération, eh bien, Saddam Hussein, enfin, a dit qu'il se retirait du Koweït. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Pour la première fois, il semble que la perspective de libération du Koweït sera concrète, à la fois par l'action des troupes coalisées et par la décision de M. Saddam Hussein. Prudence aussi parce que sa position manque encore de beaucoup de clarté. Il n'a pas expressément accepté l'ensemble des résolutions des Nations Unies,
Et il nous a habitués depuis 6 mois à des volte-face qui ne sont pas toujours crédibles. Donc le Koweït va sans doute être libéré, mais il faut rester prudent parce qu'il faut veiller aussi à la sécurité des troupes coalisées et à ce que soient établies de bonnes perspectives de paix à moyen terme. Nous pensons, et Georges Marchais demande à François Mitterrand, que la France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour que ce Conseil de sécurité de l'ONU décide l'arrêt immédiat, le cessez-le-feu immédiat. Je crois qu'il faut souhaiter que la guerre soit la plus courte possible, mais je crois qu'il ne faut pas sortir du cadre qui avait été fixé par l'ONU et qui était l'évacuation du Koweït. Je crois qu'il y a une ivresse de la victoire et qu'elle peut conduire à de grandes erreurs. Saddam Hussein n'est pas Hitler et l'Irak n'est pas l'Allemagne nazie. Alors question, l'armée française doit-elle continuer sa progression en Irak? Les avis sont partagés, vous les avez entendus. Une chose est certaine, pour l'instant, les Français poursuivent leur progression. Témoin ce reportage de Nicolas Jacobs, quelque part en territoire irakien. Djoumal, Hadj-Bardan ou encore Djemal ne sauront jamais que leur village avait reçu le nom de code de Clèves et que l'opération se nommait Princesse. Ce qu'ils savent, c'est que leur village a été investi hier soir, que les 15 vieux avaient décidé de rester alors que le reste de la population avait fui. C'était notre devoir à nous, les plus anciens. Il y a 2 semaines, raconte Hadj-Bardan, il y a eu des bombardements très durs, tout le monde est parti, tout a été cassé, plus d'eau, plus de téléphone, il y a eu plusieurs morts à l'extérieur du village. Aux côtés des vieux, un jeune de 13 ans. Lui, il revenait de la garde des troupeaux lorsque Français et Américains sont arrivés. Nous ne pourrons pas vérifier l'état du village. Les militaires français ne nous en laisseront pas le loisir. Alors que des patrouilles vérifient encore que personne n'y est caché. 15 soldats irakiens qui s'y trouvaient se sont rendus. Ils sont interrogés et rejoindront plus tard un camp de transit en Arabie Saoudite. Devant eux, des camions chargés de vivres que les Français comptaient distribuer à la population qu'ils estimaient à 2 ou 3 000 personnes. Les camions, donc, resteront pleins. Le discours que tient l'armée aux journalistes se veut humanitaire. Nous ne sommes pas une force d'occupation. Au contraire, nous avons déployé une action visant à conforter la population, à la rassurer, à lui apporter les soins médicaux si besoin était, à lui apporter l'aide alimentaire si besoin était. C'est ce qui est en cours aujourd'hui. Toute la journée, dans la tempête de sable, la division d'Aguet s'est repositionnée aux alentours du village, avant de se remettre en route pour un autre objectif. Dernière déclaration en date, je vous la donne tout de suite, elle vient de me parvenir. Le ministre de la Défense, Pierre Jox, a déclaré tout à l'heure que la France attend que l'Irak annonce officiellement au Conseil de sécurité ses intentions pacifistes. Dans cette attente, a dit le ministre de la Défense, la guerre continue. Fin de citation. À New York, j'apprends à l'instant que la réunion du Conseil de sécurité vient d'être suspendue. Pour l'instant, on n'a pas parlé du cessez-le-feu. Dans les capitales arabes proches du numéro 1 irakien, on comprend mal la dernière intervention de Saddam Hussein. Exemple plus concret, celui de la Jordanie. À Amman, ignorant visiblement le discours de ce matin, des milliers de Jordaniens se sont rendus spontanément dans les bureaux d'enrôlement volontaire pour combattre auprès des frères irakiens. A noter encore que plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade des États-Unis. La police est intervenue pour les disperser. Reportage de nos envoyés spéciaux, Patricia Coste et Claude Sicard. Je suis désolée, non, je ne suis pas en état de parler. لا يعني بس يعني هل عندك ما تقول في هذا الموضوع؟ Inch'Allah, peut-être que tout de même il va se passer quelque chose de positif, on va voir. Abasourdi, comme semé, les Jordaniens, depuis le discours de Saddam Hussein. Au comité de soutien pour l'Irak, d'habitude très animé, il n'y avait ce soir quasiment personne. Et interdiction de filmer le désarroi. Les journalistes occidentaux sont assimilés à leur gouvernement, nous serons traités de menteurs, d'agents israéliens. Le but de cette guerre est clair. Les objectifs des Français, des Britanniques, des Américains maintenant, c'est une guerre contre le monde arabe. Tous les pays arabes sont menacés maintenant. Saddam, il est sorti en position de force.
Le jour même, il a envoyé des Scuds sur le Qatar, sur le Dhahran, sur les Américains. Saddam, c'est le symbole du monde arabe. Notre bataille maintenant, c'est contre l'Occident. Ce soir, à Amman, en Jordanie, devant l'ambassade d'Irak, les manifestants étaient peu nombreux. Les autres ont préféré rentrer chez eux plutôt que d'habitude pour cacher leur déception. En Israël, Isaac Shamir a immédiatement réagi en déclarant que Saddam Hussein devait immédiatement disparaître de la scène internationale. Sur place, on craint visiblement que l'arrêt des combats permette au numéro 1 irakien de garder intacte une partie de sa machine de guerre. À Jérusalem, commentaire de notre correspondant, Charles Anderlin. Pour les dirigeants israéliens, les succès militaires des alliés au Koweït ne changent rien au problème fondamental d'Israël, la menace des missiles irakiens. Pourtant, le secrétaire américain à la Défense, Dick Cheney, avait promis à son homologue israélien, Moshe Arens, que ce serait chose faite avant la fin de la guerre, qu'il n'y aurait plus une seule rampe de lancement fixe ou mobile menaçant Israël dans l'ouest de l'Irak. Ce n'est pas encore le cas. Les Israéliens constatent qu'il n'y a aucune opération terrestre alliée ou héliportée dans ce secteur. Alors, à Jérusalem, on attend, on espère que cette guerre se terminera avec effectivement la destruction de ces rampes de missiles. D'ici là, la politique de retenue du gouvernement israélien est maintenue. L'un des éléments qui explique peut-être l'intransigeance américaine, c'est l'attaque irakienne sur Dhahran hier soir. Nous en parlions dans le journal et vous aviez vu les premières images. L'explosion d'un missile Scud sur une caserne américaine a fait 28 morts et 100 blessés. Un autre missile a touché le Qatar ce matin, mais il n'a pas fait de dégâts. Essayons maintenant de faire un peu de prospective. Au Koweït, on vit déjà, vous le savez, à l'heure de la reconstruction, mais dans un premier temps, l'armée va encore jouer un grand rôle. 200 démineurs ont quitté ce matin Montauban pour l'Arabie Saoudite et le Koweït. Les hommes que vous allez voir appartiennent au 17e régiment de génie parachutiste. Leur rôle sera de nettoyer, comme on dit, un terrain qui est truffé d'engins explosifs. Reportage d'Isabelle de Lyon et Guy Lopez. Ils ont embarqué sans hésiter. Rock et Bim, le berger allemand et le labrador, au flair détecteur d'explosifs. Tout comme leur maître chien, tout comme les 200 hommes rassemblés ce matin à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Pour eux, sur le qui-vive depuis plus de 2 mois, l'heure du départ sonne comme l'heure de la délivrance. Mais attention. Il y a des risques qu'il faut courir et des risques qu'il ne faut pas courir. Je suis garant quand même de leur vie et je tiens à leur rappeler qu'il y a des précautions à prendre et qu'il ne faut pas exposer sa vie inutilement. Des mineurs ou membres des CRAP, commandos d'action et de recherche dans la profondeur, chargés parmi d'autres de missions de renseignement, ils devront nettoyer les villes truffées d'explosifs par les Irakiens. Première mission tenue secrète, sans doute l'ambassade de France à Koweït City. Un travail délicat, on parle de mines à base chimique, mais la peur, ils la laissent à leur famille. La peur, on n'appréhende pas trop, mais la peur, il y a une certaine peur bien sûr, mais on n'y pense pas. On sait qu'on va déminer, mais on ne sait pas si... On ne peut pas avoir peur pour l'instant parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas encore parti, donc on verra bien là-bas. Nous connaissons toutes les mines auxquelles nous allons être confrontés. Nous avons reçu pas mal de films déjà de là-bas, donc on connaît toutes les mines, oui. Adjudant Mouézi, présent. Tous s'intégreront dans le dispositif d'Aguet. Leur mission commence aujourd'hui, mais ne s'arrêtera pas au cessez-le-feu. Il faudra déminer le Koweït encore longtemps après la fin du conflit. Les hommes que vous venez d'apercevoir dans ce reportage d'Isabelle de Lyon seront également chargés de rouvrir l'ambassade de France à Koweït City dans les heures qui viennent. Aux États-Unis, comme partout, on commence à rassembler des informations qui pourraient, il faut parler au conditionnel, servir à traduire Saddam Hussein en justice pour crime de guerre. Qu'entend-on par crime de guerre? Voici tout de suite la réponse d'un historien au micro de Monique Atlan. Les crimes de guerre ont été définis par le tribunal de Nuremberg. On avait distingué à ce moment-là des crimes contre la paix. C'était la politique d'agression menée par l'Allemagne nationale-socialiste. C'était ensuite les crimes de guerre, enfin les crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre, c'était les exécutions de prisonniers, les massacres de populations civiles, les assassinats d'otages, même les destructions de villes ou de villages sans impératif militaire. Donc c'était une définition très solide, assez large, qui avait été demandée notamment par les Français et par les Russes. En ce qui concerne Saddam Hussein, je ne dispose pas d'informations autres que celles que a le public en général, c'est-à-dire que si effectivement il y a eu massacre de civils, si effectivement on a arraché des bébés de leur couveuse, là il y a crime de guerre. Encore faut-il que ce soit démontré. Détruire toute l'économie d'un pays est-il assimilable à un crime de guerre? À une très grande échelle, je pense que ça peut rentrer dans la définition du tribunal de Nuremberg, puisque le mot pillage figure dans les statuts
qui définissait les crimes de guerre. Tout de suite, une dernière réflexion en compagnie de Philippe Arroir. A priori, le Koweït sera donc libéré dans quelques heures, ou plutôt dans quelques jours, mais Saddam Hussein sera encore là, et avec une partie de son armée, Philippe, et ça, c'est incontestablement un gros problème. Hein. Oui, c'est vrai, c'est l'heure de vérité pour Saddam Hussein qui tente de masquer une défaite en une victoire spirituelle, mais c'est aussi l'heure de vérité pour les Alliés, confrontés à une situation qu'on voyait venir. Que faire avec un Saddam Hussein qui sauve sa face, son régime et une partie de son armée d'élite? Pour l'instant, les Occidentaux brandissent d'une seule main les résolutions de l'ONU, mais cela ne répond pas à la vraie question qui est dans tous les esprits et que seuls les Américains ont formulée. Il faut éliminer le dictateur irakien, ce qui veut dire en termes militaires continuer la guerre, peut-être jusqu'à Bagdad. Et cela n'est pas inclus dans les résolutions de l'ONU. Donc une certaine ambiguïté de la position américaine. La position française n'est pas moins ambiguë. La France a toujours dit que l'objectif n'était pas l'Irak, ni de s'en prendre à telle ou telle personnalité, mais d'appliquer les déclarations de l'ONU. Et dimanche dernier, François Mitterrand émettait lui aussi l'idée d'un départ forcé de Saddam Hussein, mais par son peuple, par un coup d'État, ce qui n'est pas garanti. Donc, pour l'instant, c'est sur le terrain que peut se résoudre le problème. Il y a une course contre la montre entre les militaires et les diplomates à la recherche d'un cessez-le-feu. Sans le dire, on souhaite, dans les capitales alliées, que les militaires aillent beaucoup plus vite que les diplomates. Un dernier mot à propos de la guerre du Golfe. Hier soir, on apprenait que le Koweït accordait une aide de d'1 milliard de dollars à la France au titre de la participation à la guerre du Golfe. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que la Belgique accordait une aide de 31 millions de dollars à la France et à la Grande-Bretagne. Le gouvernement belge précise qu'il n'a pas encore déterminé comment cette somme serait répartie entre les deux pays. C'est tout ce que l'on peut dire ce soir. Le reste de l'actualité en bref. Escalade de la violence sur l'île de la